Punchline, 18h-19h. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Avec autour de la table jusqu'à 19h, la journaliste du JDD Hélène Rouet, Tugdual Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et le politologue Jean-Christophe Gallien. Je voudrais qu'on parle du Venezuela, de Maduro, qui pour l'instant est en prison jusqu'au 17 mars, date de la prochaine audience, qui clame toujours être le président du Venezuela, qui refuse toute opposition dans son pays et qui clame être donc le président vénézuélien. On a vu le tweet d'Emmanuel Macron dimanche, félicitant presque Donald Trump pour cette intervention, débarrassant le monde du dictateur, du narcotrafiquant, du narcobandit qui était Nicolás Maduro. Hier, un petit bémol du président de la République en disant oui, enfin, il y a aussi le droit international qui aurait pu être respecté, c'était pas forcément une méthode. Et aujourd'hui, voilà ce que dit Sébastien Lecornu devant l'Assemblée nationale. Il dénonce une opération militaire américaine illégale. Tout est illégal dans cette affaire. Le régime de Nicolás Maduro, le cycle électoral de 2024, l'opération militaire américaine qui contrevient à la Charte des Nations Unies. Pas parce que l'opération est illégale qu'il ne faut pas se réjouir qu'un autre avenir soit possible pour le peuple vénézuélien. C'est la question évidemment de la transition. Cette transition doit être démocratique, dans le même respect des valeurs et des fondamentaux du droit international. Elle doit se faire aussi probablement autour du président qui a été, lui, élu, en tout cas au regard de la diplomatie française et d'un certain nombre de pays dans le monde lors des dernières élections, et se faire évidemment dans le respect des valeurs et des droits fondamentaux du peuple vénézuélien. Jean-Christophe Gallien, pour Sébastien Lecornu, il n'y a rien qui va, mais dans cette petite déclaration, ce extrait de 40 secondes, il n'y a pas non plus grand-chose qui va. On a envie de remettre les choses dans l'ordre, en fait. On a l'impression que les feuilles sont mélangées. Il y a beaucoup de portes. Il slalom, on vient pour certains d'entre nous de la montagne. C'est clair qu'il y a beaucoup. Je vous voyais très bronzé, je me disais tiens. Et donc oui, là il y a un slalom spécial. Un slalom spécial, mais là, il rentre dans les piquets, et très spécial. C'est-à-dire que pour le coup, il y a une telle circonvolution, on commence par une entrée, on finit... c'est incompréhensible, parce que ça voudrait être clair. On sent bien qu'il a envie d'être très clair. Il a envie de dire, ça n'est pas acceptable du point de vue du droit international. Ce qu'a d'ailleurs dit la France au Conseil de sécurité de l'ONU. La seule parole officielle à ce jour qui tienne et qui n'est pas bougée, et elle était officielle puisque c'était lundi matin au Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y avait pas de vote, sinon la France en même temps avait dit qu'elle s'abstiendrait. Donc elle ne veut pas de cette intervention, en même temps elle ne la condamnerait pas, et donc c'est quelque chose qui est assez diplomatique aujourd'hui pour la France. Maintenant, il y a une incapacité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que de mon point de vue, il y avait une réunion aujourd'hui très importante sur l'Ukraine. Il ne fallait absolument pas vexer la diplomatie américaine jusqu'à cet après-midi. Il y avait un message de quasi-sympathie au départ. Il y a eu un message ensuite de critique relativement neutre. Je vous le redis, au Conseil de sécurité de l'ONU, il y avait une posture, mais s'il y avait eu un vote, on aurait vétoisé, en tout cas on n'aurait pas vétoisé, mais on serait abstenu, ce qui équivaut à peu près la même chose. On n'aurait pas condamné l'intervention. Et donc aujourd'hui, une fois que le soutien américain à ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, en tout cas à cette sortie positive, je pense qu'il y a une libération de la parole, comme dans d'autres pays, comme l'Espagne. Il y a très peu de pays finalement européens qui ont critiqué l'intervention. Bonjour la souveraineté. Hélène Rouet. Oui, moi j'ai le sentiment quand même, peut-être, mais j'ai quand même le sentiment que lundi matin, les choses paraissaient assez claires dans l'autre sens. Quand Maud Bréjon dit que le gouvernement s'est ni soutenu ni approuvé, ils ont quand même pris le risque à ce moment-là de vexer la diplomatie américaine. En réalité, là, ce qu'Emmanuel Macron a prouvé en quelques jours, c'est que en fait, sa position est complètement illisible. Parce qu'on part avec un tweet, effectivement, de Jean-Noël Barrot, donc représentant de la diplomatie française, qui, effectivement, là, pour le coup, était très mesuré, invoque le droit international. Quelques heures après, donc Emmanuel Macron s'est exprimé aux alentours de 20h, c'était samedi. En plus, on apprend dans la foulée qu'il sort d'un coup de fil téléphonique avec Donald Trump. Et là, Emmanuel Macron donc, fait un tweet, à l'image d'ailleurs de Bruno Retailleau, même on pourrait même le comparer. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, etc. etc. Bon, voilà. C'est limpide. C'est limpide. Donc en sous-texte, là, il est en train de se féliciter. Dimanche passe, et là, lundi matin, effectivement, Maud Bréjon s'exprime, Conseil des ministres, etc. Et là, la position change complètement. Nouveau tweet d'Emmanuel Macron, qui là, cette fois, invoque le droit international. Aujourd'hui, il y a Sébastien Lecornu. En réalité, honnêtement, c'est illisible. C'est du en même temps, c'est illisible. Qu'en penser du côté de la gauche, Mathilde Panot, quand on l'interroge, en tout cas, elle a pris la parole, c'est peut-être plus lisible, mais on va écouter à la fois Mathilde Panot et la réponse que fait Sébastien Lecornu sur la question de savoir si M. Maduro est un dictateur ou pas.
Nous demandons sa libération et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Parce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur. Je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je ne parle pas de l'agression. Si, moi, je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple. Je vous parle des centaines de morts. Oui, non, mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Opération électorale viciée. Les résultats n'ont même pas été promulgués. Police vénézuélienne pratiquant la torture, la détention sans raison, aucune séparation des pouvoirs. Pardon, on ne peut pas d'un côté dire que la police de la République, ici en France, tue, dire ici que nous ne sommes pas en démocratie et ne pas voir que le régime de Nicolas Maduro était une dictature. Voilà la réponse de Sébastien Lecornu à Mathilde Panot. Bon, là, c'est un peu plus clair dans la bouche de Sébastien Lecornu. Là, il s'en sort bien, effectivement, tout d'un coup. Mais est-ce que l'extrait précédent, honnêtement, c'est du... Non, mais on est à un quart d'heure près. C'est ça qui est dément. On est dans l'hémicycle, on est dans la représentation nationale. C'est le macronisme, honnêtement, dans toute sa splendeur. Il y a le côté en même temps, et puis il y a le côté tellement hypocrite, si vous voulez. Bon, moi, j'ai trouvé la position de Marine Le Pen assez équilibrée. On en pense qu'on veut. Elle dit le principe de souveraineté est important, et Maduro n'en demeure pas moins un salopard, pour le dire sans mots vulgaires. Ce qui est insupportable avec Emmanuel Macron, avec Sébastien Lecornu, avec tous ceux qui sont intoxiqués, en tout cas par ce progressisme en fin de carrière, c'est l'hypocrisie et le changement de pied. Et surtout, après, venir nous expliquer doctement qu'en fait, non, ils n'ont jamais changé d'avis, que c'est nous qui sommes des imbéciles et qui n'ont jamais compris. Ce que je trouve pathétique, si vous voulez, dans cette affaire, c'est la faiblesse de l'Europe et de la France, l'Europe en général et la France en particulier, qui ne sont plus que des puissances civiles. Et c'est un oxymore, une puissance civile. Si vous n'êtes pas une puissance militaire, si vous n'êtes pas une puissance diplomatique, si vous n'êtes pas une puissance géostratégique, vous n'êtes pas une puissance. Être une puissance morale, ça ne veut absolument rien dire. Donc Emmanuel Macron, que ce soit pour l'Ukraine, que ce soit pour le Venezuela, que ce soit pour je ne sais quelle partie du monde, Taïwan, demain, vous verrez, ça sera ça aussi. À part, si vous voulez, faire des grandes déclarations d'intention, faire des réunions avec son homologue allemand et son homologue anglais, qui sont aussi impuissants que lui, en termes d'armement et de puissance militaire, il ne fait absolument rien d'autre. Et cette impuissance, elle est confirmée par le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major. Écoutez-le sur la puissance hypothétique de la France face à une opération comme celle de la capture de Maduro. Il était sur le Figaro TV hier. Ce qui est sûr, c'est que la France seule n'est pas capable de mener une telle opération. Ça, je vous le confirme. Cette opération est un succès tactique incontestable, mais elle illustre parfaitement ce que je sentais depuis 2017, 2015, 2017, et qui était à l'origine de mon désaccord avec le président de la République. Retour des États-puissances, logique de pouvoir, de puissance, de force, et ceux qui gagneront, ce seront ceux qui sont forts. Et nous sommes maintenant du côté des faibles, après avoir délabré nos outils de défense pendant des décennies depuis la chute du mur de Berlin. Bon, voilà, il nous reste que nos yeux pour pleurer. Jean-Christophe Gallien, on rappelle que Pierre de Villiers est parti pour 850 millions d'euros sur lesquels il n'était pas d'accord avec le président Macron. Moi, je crois qu'on il y a certainement un duel d'ego, il y a des histoires qui sont d'ailleurs du niveau de cette présidence. Maintenant, ça date depuis longtemps qu'Emmanuel Macron, ce que vous décrivez, c'est l'affaiblissement stratégique et militaire et la capacité de peser dans les affaires du monde, même dans un monde qui était un peu moins multipolaire qu'aujourd'hui et moins complexe, c'était déjà le cas. Donc en réalité, aujourd'hui, Macron y ajoute une bonne dose de moraline. Si on est honnête, on peut pour la puissance militaire, je suis d'accord, mais pour la moraline. Rappelons de 2008 quand Nicolas Sarkozy sort son entretien avec Vladimir Poutine. Enfin ouais, ça date d'un petit moment. Même Jacques Chirac à une période. Il y a un problème, effectivement, pour l'Europe de se penser en tant que puissance, et en tant que puissance, hormis son soutien par l'OTAN et donc par les États-Unis. Aujourd'hui, c'est complexe. Il y aura un défi, d'ailleurs, qui va venir très rapidement, qui sera un vrai défi concret, pour le coup, pour mesurer s'il y a réaction, il n'y a pas réaction, s'il y a quelque chose qui se passe, ça sera le Groenland. Au-delà de la blague, au-delà de l'entertainment aujourd'hui. Mais ça veut dire vous parlez non pas au conditionnel, vous parlez au futur. Ça veut dire que pour vous, c'est acté. Alors, les Américains font ce qu'ils veulent déjà au Groenland. C'est pas une réalité concrète
aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie base, une demi-base qui est un peu plus planquée. L'opération qu'ils peuvent faire sur place est assez libre. Maintenant, les déclarations qui sont des déclarations qui ne sont plus des déclarations de show, si vous voulez, de show politique ou de show diplomatique, deviennent des choses de plus en plus précises. Les mouvements sont de plus en plus précis. On sent des choses se dérouler. C'est un enjeu qui est tellement stratégique à la fois pour l'Europe, évidemment, mais beaucoup pour les États-Unis avec le changement des routes maritimes. Alors pour l'Europe, certes, mais rappelons que le Groenland n'est pas dans l'Union européenne. Oui, il n'est pas dans l'Union européenne, mais c'est un pays, c'est le Danemark. C'est comme si vous prenez... mais le Danemark a une sorte de protectorat sur le Groenland. Exactement. Voilà. Mais c'est un enjeu central quand même pour... Ça a mûri 10 ans. Oui, mais exactement. C'est un enjeu central. Alors, évidemment, c'est pas la Nouvelle-Calédonie, on est bien d'accord, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche malgré tout et qui pose une vraie question. C'est pour répondre à ce que vous dites et pour valider ce que vous dites quasiment. C'est-à-dire qu'en réalité, on a quelque chose qui aujourd'hui va être très rapidement un défi. Si sur ce terrain-là, il y a une réaction qui est juste d'agiter les drapeaux et de dire attention, c'est pas possible, d'aller faire un sitting là-bas avec des avions qui arrivent et dire on est européen, ce que d'ailleurs les habitants du Groenland ne le sont pas forcément toujours, même s'ils revendiquent aujourd'hui un lien très fort avec le Danemark face à cette pression américaine, on aura pour le coup la concrétisation affirmée dans une zone qui est beaucoup plus proche qu'on ne le croit, pour nous, et beaucoup plus stratégique qu'on ne le croit, d'un déficit et voire d'un déclin européen affirmé. Hélène Rouet. Ce qui est très tendancieux avec le Groenland, je parle sous votre contrôle, Pierre, parce qu'il était avec nous hier, mais Nicolas Bavrez sous-entendait et le disait même que le Groenland était dans ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Oui. Donc effectivement, Donald Trump, a priori, vous l'avez dit, va faire un peu ce qu'il veut là-bas. Pour revenir sur le sujet effectivement de l'effacement de l'Europe, parce que c'est ça qui est effectivement le plus effarant. Là, on a vraiment l'impression, Emmanuel Macron, on est dans une fin de règne. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se jouer, que ce soit du côté de la Chine avec Taïwan, la Russie avec l'Ukraine, Donald Trump avec les Amériques, et on est absolument pas dedans. Et c'est vrai qu'on n'a aucune horizon, aucune vision, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron, on le voit, il essaye sur un autre sujet, sur la coalition des volontaires aujourd'hui, il essaye d'exister, mais en réalité, il n'a plus la voix. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un vrai enjeu. Pour Emmanuel Macron, c'est que la France est en train de perdre en visibilité et Emmanuel Macron doit faire en sorte, si vous voulez, de ne pas carrément disparaître du radar international plutôt que d'essayer de peser, ce qui à mon avis est terminé jusqu'en 2027. En tout cas, ce que fait Trump, c'est que, il satisfait l'électorat américain. Et ça, c'est la Rose Belt, comment ? C'est un point essentiel. Une partie de l'opération à vocation interne. Et le vote latino, important. Exactement. Et ce qui est englobé là-dedans, c'est qu'il fait du business. C'est-à-dire que les personnes qui entourent Donald Trump aujourd'hui, je crois que c'est Vincent Hervouet ce matin qui parlait de Rubio. Rubio, il est inexistant. Non, c'est pas Vincent Hervouet, mais c'est un autre spécialiste que j'entendais. Il avait tout à fait raison de dire que Rubio est on the side, pour parler en bon français. C'est-à-dire que les personnes qui décident, c'est Witkoff, homme d'argent, c'est Jared Kushner, homme d'argent. Regardez l'ambassadeur qu'on a en France à Paris, Charles Kushner, c'est un homme d'argent. C'est tous des financiers. Donc oui, évidemment, il y a du business à faire, là où il y a des terres rares, là où il y a des minerais, là où il y a du pétrole. Ça, c'est une première chose. Et ce que disait Nicolas Bavrez hier, c'est que Trump, en faisant ce coup de poker de vouloir, si vous voulez, au nom de la doctrine Monroe, ou que sais-je, ou de la doctrine Trump, peut-être que dans quelques années, nos enfants, nos petits-enfants, nous disons c'est la doctrine du Donald. C'est la doctrine américaine. C'est la doctrine américaine. Oui. Il va effectivement camper les Amériques, c'est-à-dire toute l'Amérique, y compris centrale et l'Amérique du Sud, mais il ouvre une porte également, dans ce cas-là, sur l'ordre mondial, à Poutine, sur l'Ukraine, puisqu'il d'une certaine manière, il lui donne le passe-droit, et sur la Chine, sur Taïwan. Mais soyons clairs sur l'affaire du Venezuela. Alors, j'ai aucun élément qui permet de le faire. Je connais bien cette partie de l'Amérique du Sud, mais aucun élément qui peut permettre de dire qu'il y a une conversation qui a dû avoir lieu avec Vladimir Poutine. C'est impossible ou quasiment impossible aujourd'hui qu'il n'y ait pas une conversation, qu'il n'y ait pas cet accueil relativement mesuré, parce qu'on parlait de difficultés à s'exprimer. Les plus durs ont été les Espagnols, plus durs presque que les Chinois ou que les Russes dans cette affaire-là. Ceux qui ont le plus à perdre, c'est les Chinois aujourd'hui en Amérique du Sud. La Russie, c'est pas tout à fait le sujet. Donc il y a quelque chose qui se déroule autour de cette séparation. Moi, où je suis moins d'accord avec vous sur l'idée qu'on doit être absolument que fort, on doit porter autre chose que la puissance de force et d'armée. C'est-à-dire que notre Europe ne doit pas être considérée comme une faiblesse
Elle doit se réarmer, elle doit se reconfigurer du point de vue stratégique, mais elle ne doit pas abandonner l'idée. Et c'est toute la difficulté de poser une validation ou pas du droit international sur cette affaire, ou du multilatéralisme du côté de l'ONU. On ne peut pas abandonner à simplement l'idée que la force sera le rapport de force diplomatique et géopolitique dans le prochain avenir. Il y a déjà l'économie dont vous parlez. Et quand vous parlez de Trump, oui, c'est quelques personnes aujourd'hui font des affaires. Dans l'affaire vénézuélienne, c'est pas autre chose que c'est pas la démocratie vénézuélienne qui intéresse Donald Trump. C'est en gros le pétrole vénézuélien. Mais qui doit devenir un pétrole américain. On n'a pas compris américain. Ce que vous avez dit, Jean-Christophe Gallien, parce que du coup, vous dites se réarmer, certes, mais ne pas abandonner des principes qui ont fabriqué la capacité de vivre dans un monde qui aujourd'hui est très chahuté. C'est très important. On ne peut pas livrer simplement. On peut pas. C'est ce qu'on disait en 475 ou en 476, juste avant la chute de Rome. Vous avez besoin d'être fort pour pouvoir l'affirmer. Vous avez besoin de fort pour l'affirmer. C'est ce qu'on appelle le smart power. C'est pas que du hard, c'est pas que du soft, c'est du smart power. Et aujourd'hui, on peut faire autrement. Moi, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que le seul truc qu'on n'a pas abandonné, c'est justement c'est notre moulin à parole et le moulin à parole, il est bien sans force. Vous allez finir dehors à vous battre. Non mais moi je veux pas de sang dans ce studio. Je vous préviens. Pardon, je parle pas de vous. Ici, on est confort. Non mais c'est je parle de notre capacité en tant qu'Européens à être des moulins à parole. Je vous charrie parce que j'ai l'impression que à être des moulins à parole et justement à réaffirmer en sautant sur notre chaise les grands principes. Moi je pense que les Européens doivent se poser les mêmes questions que les Chinois, les mêmes questions que les Russes, les mêmes questions que les Américains, c'est-à-dire c'est quoi notre zone de sécurité, c'est quoi une politique de défense sérieuse, et avec ce genre de questions, peut-être aussi envisager une alliance militaire européenne, alors pas sous l'égide de l'UE, pas une Europe de la défense, mais comme ce que fait Airbus, comme ce qu'on fait au niveau de la conquête spatiale au plan européen, c'est-à-dire une alliance cohérente, homogène de pays qui ont des convergences géostratégiques sur le continent européen et qui peut y avoir passe des contrats, si vous voulez, militaires, d'autoprotection les uns les autres, mais aussi avec des clauses d'achat d'armes européens. Les Danois, ils sautent sur leur chaise sur le Groenland, mais ils achètent des F-16 américains. Non, mais je veux dire, on est chez les fous. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a, vous avez raison, après chaque chute de régime, il y a des errances. Dans ces errances, on peut trouver une voie. La voie de la diplomatie et du business peut en être une, mais simplement, il faut qu'on redescende. Et pour l'instant, on n'est pas du tout dans la redescente, puisque chacun montre ses muscles, si j'ose dire. Que ce soit Poutine, que ce soit Xi Jinping, ou que ce soit Donald Trump. Sauf nous, en slip kangourou, avec des bras tout frêles. On n'a plus de munitions, Hélène Rouet. L'Europe, je vous dis, on a fait 5 minutes sur alors Emmanuel Macron, il a dit ça samedi à 20h, et puis lundi matin. Enfin, on est là en train de commenter des tweets et des réactions, on est là, on contemple, on regarde, et pendant ce temps, effectivement, il y a tous les autres qui avancent. Et comme le disait Nicolas Bavrez hier, je reviens encore là-dessus, on peut ne pas l'aimer. Elle est à fond sur Bavrez. Elle est totalement, elle a un t-shirt. Figurez-vous que c'est son oncle. Non, mais comme il disait, effectivement, on peut ne pas aimer ce nouvel ordre mondial. En attendant, il y a les choses qui avancent, et si on ne prend pas le train, en fait, pendant ce temps, on sera complètement off du radar. Ouais. Alors comment on fait déjà, il faut régler les problèmes infra-européens. Aujourd'hui, on fait face à une Allemagne qui est très prédatrice. Vous parliez d'Airbus, aujourd'hui, on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur le futur avion de chasse. Entre nous. Donc vous voyez, c'est un problème déjà très concret, puisque là c'est la force, achetable éventuellement par tous les pays européens, produit par l'Union européenne, un des pays de l'Union européenne, sur un accord de consortium qui existe pourtant et qui est valide et très valable sur l'aviation civile, mais sur l'aviation militaire, on n'y arrive pas. Mais même les deux avionneurs français ne sont pas d'accord. Exactement, donc on n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, il y a un prédateur très puissant qui s'est remis en marche, c'est l'Allemagne, qui est très présent à la Commission européenne, extrêmement présent, et qui est présent pratiquement partout, même sur des terrains de chasse qui étaient les nôtres auparavant, en Afrique par exemple, avec l'argent de l'Europe en particulier. Mais il est présent sur tous les terrains, il est présent sur le Mercosur aussi, parce qu'on va vendre des voitures allemandes, par exemple. On est bien d'accord. Voilà. Donc on a des combats à mener à l'intérieur de ces 27, on est 27, et depuis qu'on est 27, on s'est largement renationalisé. C'était plus facile à 12, c'était pas facile à 15, à 24 déjà c'était compliqué, quand on est passé à 28, très compliqué, 27 c'est compliqué. Donc c'est le principe du dîner. Exactement. Au dîner à 4, au dîner à 20, et là ça s'est renationalisé, c'est-à-dire que c'est très clairement des gens qui viennent avec leurs enjeux nationaux à Bruxelles, même à l'intérieur des services de la Commission, si vous voulez. Et au Parlement, on n'en parle même pas, mais c'est moins puissant. Et donc, à partir de là, vous avez ça. Donc, le Conseil européen doit être très habité. Et nous, on a du mal à l'habiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Et on est tous d'accord autour de cette table. C'est-à-dire qu'il faut une voix forte. Voilà. Et pour l'instant, on a du mal à la trouver. Mais seul bon courage aussi. Même avec notre place au Conseil de sécurité, avec notre arme nucléaire, c'est compliqué. Et honnêtement, la réputation de Macron sur le plan international, parce qu'en France, les commentateurs sont bien
magnanimes, ils disent toujours voilà, on a une assemblée ingouvernable, on n'arrive pas à trouver de budget, mais bon, franchement, sur la scène internationale, Emmanuel Macron, c'est quand même là où il arrive un peu à reprendre de l'air et gonfler ses voiles. En fait, pas du tout. Faut lire les journaux étrangers ou parler avec des gens des chancelleries de différents pays. Macron est aujourd'hui ridicule et je peux vous dire que ce qui s'est passé pour le Venezuela va pas vraiment rehausser sa cote. 10 secondes. Oui, pour reprendre votre théorie du dîner, d'ailleurs aujourd'hui la coalition des volontaires, il y avait une trentaine de chefs d'État qui étaient à Paris. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une réunion à 30 personnes, mais c'est compliqué de s'écouter. Voilà, c'est compliqué. Quand on sait pas quoi dire, on dit que c'est compliqué. Kompliziert, ganz kompliziert. Danke vielmal. Merci à vous tous. 18h56, dans 4 minutes, Europe 1 soir. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur Europe 1. À tout de suite.